Christian de Porzampar est l'un des plus grands architectes d'aujourd'hui. Ses réalisations jalonnent les continents, de l'Europe à l'Asie et dans les deux Amériques. En 1999, il est le premier Français à construire un gratte-ciel à New York. It's a great honor for me to be here with all of you to celebrate this new tower and what it represents to the skyscape of New York and to the quality of our public life together. Manhattan is always kind of one of the most fashionable cities in America, and it's nice to have a beautiful structure that's an homage to fashion. It's fantastic, truly modern and very exciting. It's cool. Certains critiques ont dit que ça relançait le dynamisme du New York du milieu du siècle ou d'avant-guerre, parce que ça ouvrait une fenêtre pour relancer l'architecture. En tout cas, c'est une série de réflexions, de travaux sur le caractère prismatique de la géométrie, qui joue avec les obliques, qui joue avec des angulations. Je m'intéressais à ça par rapport à ce que peut avoir de sculptural une tour, mais toujours dans un sens où une facette ou un angle, il a un sens pour l'intérieur. Ce n'est pas juste une sculpture de l'extérieur. Ici, les angulations donnent des visions obliques sur la longueur de la rue et pas juste en face. Et j'adore cette vue ici, c'est pour ça que j'ai proposé à Bernard Arnault ce grand espace, on avait le droit de monter encore. Je dis, on sera au milieu de cette forêt magnifique et des différentes époques des tours, tu vois. Ça, c'est tellement beau, on ne sait plus où est le sol ici. On est dans le ciel et on est quand même sur la terre. Il y a là quelque chose qui change tous les 10 ans, un petit peu lentement, mais c'est Manhattan comme vaisseau urbain, vaisseau sur l'eau, ces villes qui quittent le sol, qui s'élèvent, cette verticalité impressionnante. Et puis si vous regardez, bien sûr il y a des bâtiments très beaux qui sont cachés derrière tout ça, mais au fond ce qu'on voit, c'est une série de bâtiments ordinaires, et le tout, la conjonction est magnifique et impressionnante. Et ça c'est quelque chose qui me fascine. La ville idéal pour moi, c'est aussi ça, c'est que c'est une sorte de beauté non voulue, une beauté qui vient du génie des hommes, qui vient de la géographie, qui vient de l'économie, qui vient de hasard, qui vient de la vie, et c'est là qu'elle nous fascine le plus. Bien sûr, il faut qu'on ait des beaux morceaux d'architecture, mais ce n'est pas les beaux morceaux d'architecture qui font la ville, c'est un tout qui est une chose bien plus compliquée. Mon père était militaire, était officier de carrière, et du coup, on a déménagé beaucoup. C'était une épreuve sûrement difficile pour ma mère, 20-25 déménagements. J'en retire quand même l'idée de pas mal de voyages et donc un plaisir à découvrir aussi des endroits nouveaux. Ça serait prétentieux de dire que de cette itinérance d'enfance serait venue la suite. Il y a de la chance, il y a le fait que j'ai choisi l'architecture et que j'étais appelé à travailler dans différents endroits. Mais ce que j'ai reconnu, c'est le plaisir ou la curiosité, évidemment, de découvrir des nouvelles villes, des lieux nouveaux. Mais j'ai quand même un souvenir, par exemple, à 13 ou 12-13 ans, de dessiner à Santillana del Mar, au nord de l'Espagne, la place et l'église. Alors, j'avais aucune notion qu'il existait un métier qui s'appelait architecte, ou même paysagiste, ou dessinateur. Je faisais ça comme ça, de même que j'ai copié des Capina d'Adoc et des Tintins.
Voilà, j'ai dessiné très tôt. Ma mère m'a sans doute encouragé. J'ai dessiné d'abord des jeeps, des chars et des camions, parce que c'était ce qu'on voyait, là, et des soldats. Et j'étais fasciné par les casernes et tout ce matériel militaire, donc qui a une sorte d'esthétique efficace, extrêmement prégnante. Donc j'ai été marqué par tout ça. Et puis les bateaux de guerre après en Bretagne, ces architectures incroyables des bateaux de guerre. Et c'est après un an ou deux comme ça de peinture d'aquarelle que je découvre l'architecture. Et je vais à l'école des Beaux-Arts de Rennes. Et je suis déçu par les dessins pour une simple raison, c'est que tout était en géométral. Géométral, c'est un dessin d'architecte et je trouvais ça très froid et sec. Et je ne savais pas du tout que c'était le dessin de l'architecture. Hein. Je m'imaginais voir des vues en perspective. Et je retourne et je dis à mes parents et à mon père, elle ne me semble pas bien cette école. Il me dit, bon, alors tu penses, je pense qu'il faut aller à Paris. Bon, bah va à Paris. J'étais d'abord dans un atelier Eugène Baudouin, très traditionnel. Puis, un nouvel atelier est créé qui veut changer les choses. Et c'est un élève de Le Corbusier, Georges Candilis, qui le mène et avec qui j'ai gardé toujours de très bonnes relations. Ça m'a fait du bien. Parce que mes premières années d'études, je croyais tout savoir, évidemment. Assez tôt, j'ai pu aller voir à Berlin, par exemple, le chantier qui finissait à peine de la Philharmonie de Scharoun. J'aimais pas tellement les matériaux extérieurs, mais j'aimais les lignes, j'aimais le mouvement, et j'aimais cette découverte d'une architecture où l'angle droit n'est plus là, la relation axiale n'est plus là. Donc j'aimais bien ça, et ça m'a marqué dans pas mal de projets que j'ai faits ensuite à l'école, jusqu'au moment où j'arrive chez Candilis, et là il me dit « Je ne comprends pas pourquoi cet angle n'est pas droit », et se tournant vers moi. Écoutez, l'architecture, ça n'est pas un art. Il faut que vous compreniez ça. Ce n'est pas un art. C'est important de dire ça à un jeune qui se croyait très doué et que la facilité du dessin est donc d'une sorte de chose que eux, Candilis et Joly, appelaient le formalisme, c'est-à-dire le goût de la forme et la séduction du dessin, de le casser pour regarder comment on construit et comment ça marche et à quoi ça sert. C'était très bon, très essentiel. En 1966, je vais à New York. J'y vais pour découvrir New York, pour découvrir l'Amérique. Et j'abandonne l'idée de faire de l'architecture. Par sécurité, j'ai 2 ou 3 adresses chez qui je peux travailler. J'ai des notes, des petits mots de recommandation. Et je vais aller dans ces agences. Je vais être reçu très sympathiquement par les maîtres qui m'ont dit, vous commencez demain, et j'y vais pas. Alors voilà, j'ai préféré le soir laver les verres dans des bars bretons ou dans un bar chic dans ce quartier et avoir les journées libres. C'était une année extraordinaire. Il y avait tout un changement dans la ville, tout ce qu'on appelait le underground, la poésie, les performances, la peinture, les lectures et l'agitation, la question de la guerre du Vietnam aussi, tout ça, ça transformait. Tout, la musique aussi était en plein changement. Et c'était une époque bénie, comme il y a des époques comme ça où tout est bon. Il y avait cette conjonction, une espèce de changement de regard sur le monde, dont une des principales choses, c'était peut-être une ironie très acide. Au fond, le rapport à la modernité. Il y avait ça aussi dans l'architecture. Il y avait cette idée que de la technique et du progrès, nous pouvions changer un peu et prendre un aspect, au fond, fantaisiste et poétique et non uniquement constructeur sérieux. En même temps, je découvre New York, qui est un fait d'architecture et d'urbanisme qui me submerge, qui me passionne. La densité, elle est permise parce que le ciel descend au bout de chaque rue jusqu'aux rivières, ce que l'on voit ici. Ça me fascine. Comme une chose qui est une sorte d'excès du XXe siècle. Petit moment où la verticalité m'émeut beaucoup, tu vois. Oui. Ce n'est que pas mal d'années plus tard que je me mettrai vraiment à l'architecture.
Quand je rentre à Paris, je retourne à l'école, il y a un bouleversement. C'est les années 67-68, très politisées. Mais ça va toujours dans le sens que je ne ferai pas architecture. Carrière trop bourgeoise, prétention d'organiser le bonheur des hommes, utopie que le futur ce sera une sorte de démocratie libertaire où chacun choisira, montera son logement en kit à partir de composants industriels, ce sera monté sur des structures, les gens choisiraient leur logement, tout ça. Je me suis dit c'est juste de l'utopie. Le problème, c'est est-ce qu'il y a un métier d'architecte, en quoi il consiste? Et il se trouve que après 68, je pouvais avoir juste assez d'argent pour ne pas m'inquiéter et pas travailler du tout à plein temps. Donc, toute cette vie libre faisait que j'étais absolument pas préparé à m'installer, à me marier et même à avoir un métier régulier. Les bâtiments sont terriblement sonores. On vit avec le voisin aussi bien au-dessus et en dessous qu'à côté. Ce qui me déplaît le plus, c'est certainement l'architecture. Tous ces gros cubes entassés les uns à côté des autres, ça me fait peur. C'est pas joli du tout. Je n'arrive pas à m'habituer. On était tellement habitués aux petites maisons, voyez-vous, avec des cheminées, avec des volets. Quand on arrive ici, on voit ça vous effraie, ça vous écrase totalement. Je ne pourrais jamais m'habituer, je ne crois pas. Je me suis dit, il y a quelque chose qui n'est pas dans les livres. La cellule idéale d'habitation, l'appartement idéal pourrait être fabriqué. Mais il y a une chose qui n'existera pas, c'est à quelle distance on met deux bâtiments. Là, il n'y a pas une théorie universelle qui a été faite. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui interprète le paysage et le lieu. Et une grande partie de la qualité de tous ces lieux dont parlent les gens était là-dedans. Ce n'était pas que dans l'appartement, ils parlaient du dehors, de l'entrée, de la distance entre chez eux et le commerce, du bruit ou pas de l'autre, etc. Et donc ça m'a ramené à l'idée, mais cette histoire d'espace est très importante. Et je me suis dit, mais je serai architecte. Je suis revenu dans l'idée, il faut le faire, c'est ça. J'étais revenu à ce moment-là. Il y a la crise de 74, mais je n'en ai pas trop conscience. Mais je fais le concours de la Roquette par jeu. Je ne pense pas à construire. Mes amis font le PAN, le concours architecture nouvelle. Et juste par génération, je me dis, mais il faut que je me mette aussi. Et je le gagne aux hautes formes. Et tout d'un coup, j'ai 210 logements. Et je me prends au jeu de me dire, mais il faut construire. Et là, l'architecture, ça a été un apprentissage d'une certaine rigueur. Aller à une réunion à 8h30 le matin, être à l'heure, etc. Ce qui n'était absolument pas mon truc. Je considère, à partir de ce moment-là, quelque chose de nouveau qui j'appelle l'îlot ouvert. L'îlot classique, c'est des immeubles moyens, assemblés les uns le long des autres, avec une cour fermée. Et je dis, ouvrons l'îlot et ouvrons la rue. Et assez vite, on a dit que je fragmentais les projets. J'étais amené à faire souvent plusieurs corps ou plusieurs bâtiments au lieu d'un. Haute forme, c'est 200 logements. Et j'ai fait 7 bâtiments. 7 bâtiments qui sont chacun différents. C'est une souplesse, c'est faire entrer donc la lumière dans un intérieur. C'est être à la fois dehors et dedans. C'est penser que quand on entre dans cette place, on est dans un intérieur déjà qui est pourtant dehors. Alors créer un entre-deux, s'intéresser à ce qui se passe entre deux bâtiments, c'est commencer déjà à faire un morceau de quartier, c'est apporter la lumière, c'est réfléchir à qu'est-ce qu'on voit depuis les fenêtres. Si vous cherchez un appartement en ville, vous allez regarder s'il est assez grand, s'il est bien organisé, et puis vous allez regarder, en ouvrant les fenêtres, à quelle heure vous aurez du soleil, et qu'est-ce que vous voyez. Après 2 décennies de tours et de bars répétitives, l'ensemble révolutionnaire de la rue des Hautes Formes provoque un choc à Paris. Il reflète une constante dans la démarche de Christian de Porzampar. Sa sensibilité à la vie des habitants des logements sociaux qu'il ne cessera de construire. Sa théorie de l'îlot ouvert, découverte avec les Hautes Formes, restera le fondement même de tous ses projets. Quand j'ai fait les Hautes Formes, mon père est allé voir tout seul. Et je ne le croyais pas tourner tellement vers l'art. Il m'a fait des commentaires formidables. Tout d'un coup, après mes études, tout d'un coup, il comprenait. Il était ému par l'intérêt de ça. Et après, il s'est mis à dessiner. Donc, il a fait des dessins très précis de bâtiments, dont Beaumont.
Retrouver ses dessins après sa mort pour la plupart. Il ne voulait pas le montrer pour pas gêner et être en concurrence avec ma mère. On a retrouvé des cartons de dessins de lui. Donc c'est incroyable, quoi. Pendant cette époque des hautes formes, je ne pensais pas à la famille, à construire une famille. C'est après, en 81, que je rencontre Elisabeth et sans que je l'ai absolument voulu, me tombe vraiment le coup de foudre. Quand j'étais étudiante, on m'avait parlé d'un certain génie, Porzampar, qui aurait dessiné un château d'eau formidable. Ensuite, les hautes formes. Donc, j'étais allée voir les chantiers. Je n'aurais jamais soupçonné qu'on se connaîtrait un jour. C'était très sympathique. Il y a 28 ans de cela. Je crois que la première fois on s'est vus, c'était presque là. Et puis on n'avait pas programmé de se revoir parce que ce n'était pas au programme de nos pensées. Et on s'est revus 15 jours après et là, on ne s'est plus quittés. On s'est rencontrés dans une soirée. À ce moment-là, j'ai dirigé avec passion un atelier d'urbanisme dans la région parisienne. C'était très important car j'étais très jeune. C'est vrai qu'à l'époque, je n'avais aucune intention de me marier. Et je crois que j'avais la sensation qu'avec Christian, ça pourrait être très très sérieux. Donc, j'avais peur. Bon, c'était tout un groupe de copains depuis toujours. Et Christian me regarde, il était 4 places plus loin. Il me dit, Elisabeth, vous mangez trop de sel. Mais on me regarde d'une manière, avec une tendresse. Et du coup, ça m'a fait quelque chose. Alors, j'ai défait tous les plans de table. J'ai dit, non, maintenant on change pour le deuxième plat. Blablabla. Et j'ai mis Christian face à moi. Ce n'était pas ni en parlant d'architecture, ni de philosophie, ni de musique. C'était Elisabeth, vous mangez trop de sel. Donc c'était très important et ma vie a changé, non seulement pour construire une famille, mais parce qu'Elisabeth était tout de suite aussi, et la passion, et aussi la discussion artistique et intellectuelle, parce qu'elle était sociologue, parce qu'elle avait voulu être architecte, parce qu'elle avait fait de la peinture, parce que plus tard elle se met à dessiner, puis elle se met à construire, à faire des projets. Donc ça a été un échange. Et quelquefois, c'est complexe parce qu'être sur le même champ et vivre ensemble, c'est passionnant et quelquefois complexe. Surtout complexe vis-à-vis de l'extérieur. Et puis, ce qu'elle m'a apporté, c'est la force de la vie, alors que j'étais dans le rêve. Même quand je construisais, c'était encore une sorte de rêve. La force de la vie, je veux dire, c'est revenir à un quotidien où on part en voyage pendant un mois et on a des choses formidables et je découvre le Brésil et il y a des fêtes, etc. Et donc c'est une énergie vitale qui m'a transformé. Je faisais des fêtes en effet superbes. J'ai toujours alterné l'investissement professionnel énorme, beaucoup de travail et la fête fait partie de ma nature. Ce n'est pas que tous les Brésiliens soient comme ça, mais moi je le suis. La première fois que je suis arrivé à Rio, juillet 80, Elisabeth me dit non, avant le petit déjeuner à l'aéroport, il y a une étape obligatoire. Et elle m'amène ici. Qu'est-ce qui se passe quand on ouvre un îlot complètement à travers, avec un tel extraordinaire bâtiment dans une ville tramée, dense, serrée, avec des grandes avenues serrées? Il se passe quelque chose de merveilleux. C'est la rencontre de Le Corbusier qui vient et qui rencontre Lúcio Costa et le jeune Niemeyer. Le Corbusier est la plus grande figure de l'architecture du XXe siècle. Il ébauche le ministère de l'Éducation à Rio de Janeiro et c'est le jeune architecte brésilien Oscar Niemeyer qui en achève la création. Le grand public découvrira son génie 20 ans plus tard avec les bâtiments publics de Brasilia. Alors ça va être la mise en orbite de Niemeyer. Alors c'est un génie d'avoir fait ces pilotis hauts. Peut-être qu'ils viennent, comme on l'a dit, un peu du Rio plus classique. Ici, ce qui est très beau, c'est cette verticalité, l'horizontalité, la ligne de fuite.
les brises-soleil, il y a tous les éléments de l'architecture brésilienne cette fois. Et puis, c'est pas de la théorie, ça reste un lieu qui est vécu et qui est aimé des habitants, qui est traversé constamment. C'est un lieu qui a fait que l'architecture moderne a ouvert son grand livre, mais ici, il y a une page très grande qui est ouverte. Mon père, il avait rencontré Niemeyer et il était fasciné par l'architecture. Et je m'en souviens de l'enthousiasme de mon père depuis que nous étions des bébés, presque, en disant « Regardez ces génies, on nous amenons là-bas. » Donc, je pense que j'ai transcrit cet enthousiasme dans lequel j'ai été bercée. C'est drôle parce que j'avais rêvé que je vivrais à Rio, au moment où on pouvait voir beaucoup de choses du Brésil de loin, le cinéma et l'architecture et la musique, etc. Et je ne sais plus pourquoi, c'était une vision, non pas ensoleillée comme maintenant, mais c'est une vision avec l'humidité et avec ce temps gris un peu lumineux qu'il y a quelquefois. Et en fait, je suis venu, quand j'ai rencontré Elisabeth, assez tardivement. J'avais presque 35 ans. Et donc, c'était tout de suite comme si j'avais des souvenirs antérieurs. En fait, c'est très émouvant pour moi parce que le Brésil, je l'ai rêvé avant de le connaître. Et curieusement, je l'ai connu d'abord, probablement dans Paris Match, en voyant les photos de Brasilia. Et j'étais au lycée, en première ou en seconde, et peu à peu, mes dessins que je faisais dans les marges sont devenus des immeubles sur pilotis, parce que j'ai découvert qu'il y avait ce métier, j'ai découvert Niemeyer. Peu de temps après, dans une librairie, je tombe sur un livre sur Le Corbusier, et notamment, curieusement, je tombe sur la photo, le dessin, le croquis de la main ouverte avec la montagne au fond. Et cette espèce de fondation d'un lieu, et là je me dis, mais au fond, on peut dessiner et on peut sculpter et ça devient un endroit public. Je dois avoir 15 ans, donc ça vient de ça, le déclic que je sais ce que je veux faire après. Il y a 8 ans, sur cette plaine comme ça, entourée du passage des voitures, il y avait de l'herbe, des arbres, je marchais, la montagne au loin, et en fait, les choses commençaient à s'enclencher. Évidemment, voir le résultat après une longue période, puisque ce chantier a été long, c'est forcément assez émouvant. On a quelque chose de très beau avec le chantier. C'est que on le parcourt, et bien qu'on ait des images, bien qu'on ait dessiné, rien ne vaut tout d'un coup de voir la pièce de béton qui monte sur 7 mètres, sur 10 mètres par rapport à une autre. Et c'est là qu'on juge, c'est bien. Et donc c'est une géante véranda avec 2 grands plans horizontaux et qui rejoint quelque chose de la culture de l'architecture contemporaine et l'architecture moderne à son très haut moment brésilien. On reconnaîtra là le pilotis, le toit terrasse, tout ça. Et j'aimais l'idée que cette culture-là, la poursuivre, la reprendre. Et ici, je pense, bon, à ma manière et différemment, cette culture parle. Et je déteste les architectes qui disent « je suis né tout seul, j'ai pas de... » C'est à la mode aujourd'hui, j'ai pas de père, j'ai appris nulle part. Bon, j'ai pas travaillé longuement dans une agence dont je peux dire c'était mon maître, mais je suis imprégné de tout ce que j'ai pu visiter et voir. Et au fond, si j'ai une liberté ici, je crois que c'est parce que je me suis aussi donné un cadre, qui sont ces grands plans de la véranda moderne brésilienne, quoi.
C'est une structure, bien sûr, nos familles respectives, mais aussi la construction, c'est-à-dire Serge en 83, Philippe en 86. Évidemment, on habitait dans une maison rue d'Alésia avec un petit jardin et l'atelier était tout en haut de la maison. J'avais une petite équipe de 6 ou 7 personnes et quelquefois dans des réunions avec Claude Bessy pour faire l'école de danse, Elisabeth étant pas là, je montais Serge dans son petit siège qui assistait à la réunion et qui était à Piaillé et qui avait 1 an et 3 mois, ou je sais pas. Donc il y a eu un moment comme ça assez extraordinaire et un peu miraculeux de quelques années. Et c'est le moment où je fais le concours de l'école de danse qui marche, d'autres choses qui ne marchent pas, et puis le concours de l'opéra qui me fait connaître parce que le projet est remarqué, mais je ne gagne pas, heureusement peut-être. Et je gagne après, 1 an après, la Cité de la Musique. Et là, il faut passer de 7 personnes à 25 en quelques temps. Et là, ça a été assez dur pour moi, mais c'est avec le souvenir, et c'est Elisabeth qui me dit que ça a été dur, parce qu'elle me dit que j'ai été pénible. Parce que tout d'un coup, c'était le stress, des réunions tout le temps, embaucher des gens, construire une entreprise, c'était pas du tout mon truc, pas du tout. Alors chacun de ces projets était une aventure qui a pris du temps, qui a pu se dérouler pendant 3 mois, 6 mois, 4 ans. C'est effectivement moi et c'est une certaine époque de l'équipe. Certains sont là depuis longtemps et continuent, et d'autres sont passés à certaines époques et ont vécu intensément une aventure ou une autre. Beaucoup de gens qui sont passés dans l'atelier me disent qu'ils ont été marqués, ou on me dit qu'ils l'ont été, ou ça se voit, ou on garde en tout cas un lien. Il y a des préoccupations et une manière d'aborder les choses qui se retrouvent. Et puis souvent une grande amitié qui dure dans le temps. Et puis aussi les jeunes et les stagiaires qui arrivent, ils me disent c'est formidable, au bout de 4 ans, ils me disent tout ce que j'ai appris. Donc il y a des choses qui se transmettent, c'est malgré moi. Daniel, tu montreras ce que ça donne par rapport au béton. Parce que là, ça a l'air de faire 4 mètres, non? Il faut faire comme un truc progressif, alors. Là, ça ne sert à rien de les allonger. On arrivera quand même. En plus, il faut être plus écarté parce que c'est normalement les chœurs. Ce qui n'est pas très bon, c'est ça, pour l'acoustique. En fait, ça fait 20, 24, et ici, on peut passer à 34. C'est génial. On y va. En 1994, Christian de Porzampar reçoit le prix Pritzker. Distingué pour l'ensemble de son œuvre, il est le plus jeune lauréat et le premier Français à recevoir ce prix Nobel de l'architecture. Le jury international a été conquis par la Cité de la Musique, alors en chantier. François Mitterrand a inauguré en fin d'après-midi l'un des derniers grands travaux de son double septennat, la Cité de la Musique, sur l'emplacement des anciens abattoirs de la Villette. L'auditorium, une salle modulable de 800 à 1200 places, devrait accueillir 75 représentations d'ici le mois de juillet. Bien avant de sortir de terre, cette cité a connu toutes les avanies. Imaginé par Valéry Giscard d'Estaing alors qu'il survolait les abattoirs de la Villette en hélicoptère, le projet fut inscrit par son successeur François Mitterrand au chapitre glorieux des grands travaux. Puis vint la cohabitation, la valse des fonctionnaires, la succession des ministres et des majorités. Le projet est adopté, modifié, refusé, réadopté. Une salle de concert prestigieuse de 2700 places sera finalement remplacée par un parking. Aux commandes du navire en construction, un même architecte qui a survécu à 11 ans de météo politique tourmentée. Et des moments qui étaient très difficiles, c'est sûr. Et je crois que si j'avais mis toute ma vie là-dedans,
j'aurais fini à Sainte-Anne. Plusieurs fois, on a cru que ça ne se ferait pas. Ça serait annulé. Donc je crois que c'est le fait que contre vents et marées, ça ait continué, ça se soit fait, qu'on arrive au bout, qui fait que les gens aujourd'hui, ont l'impression que ça tient un peu du miracle. Le rapport de l'architecte à un moment donné avec le pouvoir est un rapport qui est pervers. Il faut être un courtisan si on veut. On peut être avec sincérité dans une bonne relation d'admiration, de fidélité et aussi d'être motivé. Une commande dont on comprend clairement bien les enjeux. Ça se poursuit avec les grands projets présidentiels, avec un aspect qui forcément va être plus complexe. Concours, certes, mais enjeu de pouvoir, bien sûr. Et là, le caractère presque monarchique de notre République devient évidemment très respecté, très visible et parfois très pénible. C'est-à-dire que respecté parce que le président sur un projet peut avoir une ambition ou pas. Pendant longtemps, on m'a dit, vous savez, le président s'intéresse beaucoup plus à la Grande Bibliothèque qu'à la Cité de la Musique. Bon. Et puis en fait, quand il a visité la Cité de la Musique, François Mitterrand, il n'a pas suivi le cortège, il a dit « Écoutez, je voudrais voir par là ». Il est sorti du tapis rouge, il va marcher quelques pas dans la boue, je voudrais regarder le... Il se recule pour voir, puis il se retourne vers moi et dit « C'est une sacrée gueule votre truc ». Et là, on voit un président qui regarde et qui est impliqué et tout ça. Et il s'en souviendra, puisque à la fin, une émission de Bernard Pivot qui lui demande « Mais est-ce que vous avez des regrets ?» Alors il dit « J'ai regretté de ne pas avoir choisi le projet de Christian de Porzampar pour la Bastille. Mais j'ai suivi l'avis du jury. » Ce qui n'est peut-être pas tout à fait vrai. Il avait forcément son choix à lui. J'étais dans les 6 finalistes, mais voilà. Et au moment où on a choisi, on ne connaissait pas le nom des architectes. C'est totalement secret. Bon, et quand on a déchiré les enveloppes, le numéro 2, c'était Porzampar. J'avoue que j'aurais préféré le projet de Porzampar, mais c'est comme ça. Ici, on trouve une maquette, par exemple, de la Cité de la Musique à Rio, qui avait été demandée pour être exposée à Venise. Ici, on voit aussi une maquette de la Tour de Lille. Et puis là, il y a plein de caisses et il y a des noms dessus. Et chaque fois, c'est un nouveau projet. Et ces maquettes, c'est des instruments de recherche. Donc, elles sont précédées de beaucoup de petites maquettes. En même temps, il y a toujours les croquis, le dessin, la 3D, les plans, les calculs, tout ça, ça marche ensemble. C'est vraiment des époques successives. Donc c'est assez émouvant aussi pour moi quand je reparcours ça. On passe de l'école de danse à un projet pour une école d'architecture et on passe tout d'un coup à un projet pour Montréal et puis des bureaux pour Canal+ à Boulogne. Alors ça, c'est construit. Par exemple, il y a des choses qui sont construites. Ça, c'est un morceau de l'ambassade. Ça raconte comment s'est fait le projet. Il y a des projets qu'on n'a pas faits qui sont plus intéressants que ceux qu'on a faits, hélas. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui est difficile à avaler au moment. Puis après, on est happé par un autre projet et on fait le deuil. Et il y en a beaucoup. Et puis, le projet qui est réalisé, lui, c'est intéressant d'aller voir comment il est vécu. Et là, c'est une expérience concrète. Et quand on voit 10 ans ou 5 ans ou 20 ans après ce qui marche, ce qui ne marche pas, et quand ça marche bien, quand il y a un écho positif, c'est évidemment, ça redonne une énergie sur ce qui est réussi, ce qui va. Et puis, en se promenant, on découvre que ce n'est pas une maquette où on maîtrise tout. Ça a pris sa vie et son usure, et quand la majorité est positive, c'est évidemment une relance d'énergie formidable. Le fait de voir comment ça vieillit aussi, pour moi, est une chose fondamentale. C'est un des grands problèmes de l'architecture qui n'est pas en pierre, c'est qu'elle n'a pas cette espèce d'évolution, de vieillissement qui a été admis comme presque un phénomène naturel ou géologique.
Et tous nos matériaux industriels ne supportent pas d'être vieux, en gros. Or, il y a vieillissement, il y a usure, il y a jeu du temps. Il y a chez l'architecte un désir de transmettre quelque chose qui va rester, mais chez l'écrivain aussi. Même Pindare disait que les textes, la poésie, resteraient plus longtemps que les villes où vous avez vécu. Ajouter que les femmes que vous avez aimées, mais ça, on peut le mettre de côté, parce que ça, c'est le côté éphémère de la vie. Hein. Mais que le livre reste plus longtemps que la ville et la construction, c'est une vérité. Mais enfin, on n'a pas cette idée. Moi, je n'ai pas cette idée que ce sera des ruines, on ne pense pas comme ça. Par contre, le fait que ce soit réel, qu'on y vive, est un ingrédient important par rapport à une architecture de dessin qui serait la pure utopie. Pourtant, je suis un rêveur et je pourrais me contenter d'aquarelles. Eh bien non. Et la vérité de l'espace, éprouver dans l'espace la lumière, c'est pour moi important, décisif. Quand vous avez pris le virus de ça, c'est ça que vous avez en sentiment. Après, vous vous dites, peut-être ça va rester, mais ce n'est pas un truc qui me traverse tous les jours. Et cette espèce de mégalomanie arrogante de l'architecte, j'ai été assez vite soigné de ça. Dans les années 90, on décide avec Elisabeth de se lancer se porter candidat pour la construction de l'ambassade de Berlin. J'en ai pas trop envie parce que j'ai eu les épreuves successives de la Cité de la musique, du tribunal de grâce, et je sais la difficulté des projets publics. Ils sont passionnants, mais les avenants sont payés 4 ans après. C'est une épreuve économique pour une entreprise, et j'hésite. Bon. Et ça fait 125 mètres de long, ça fait 25 mètres de haut, et je réalise qu'on va être dans un canyon. Et là, évidemment, on n'a pas la largeur pour mettre 2 bâtiments et une cour ou un jardin. Il va falloir ruser, et je voulais arriver à un moment où toutes les fenêtres des appartements, des chambres d'invités, des salles de réunion, des bureaux ouvriraient sur du jardin et de la nature, parce qu'à Berlin, on a besoin d'avoir de la lumière et pas un toit de verre et une fenêtre qui donne sur un hall vitré, ce qui est le principe de l'atrium. Eh bien, ce n'est pas évident. Et je me suis dit, si je n'arrive pas à cela, je ne rends pas le concours. Je ne rends pas le concours parce que nous sommes dans une situation d'îlot fermé, qui est tout ce que je théorise qu'il ne faut pas faire. Je travaille sur des maquettes, je parle aussi beaucoup avec Elisabeth. Tout d'un coup, j'ai été motivé, alors qu'au départ, c'était Elisabeth qui était motivée. Elle trouvait que là, il y avait quelque chose. Et elle nous a apporté beaucoup avec l'idée qui s'appelle maintenant, dans un jargon international stupide, indoors, outdoors. Mais c'est-à-dire l'idée que les salons de réception donneraient sur un jardin. Elle a mis ça comme un must. Et moi, j'ai dit, mais on monte. Et ça a été très important. Le 15 décembre, je m'aperçois que je sens que ça y est, ça circule. Et on rend le 15 janvier. Et ce n'est pas une mince affaire parce que, à une semaine près, je rends en même temps le concours pour la Philharmonie de Luxembourg. Donc c'était 2 choses très importantes en même temps, mais ça s'est bien passé, pour les 2. Nous avons ici une ambassade très grande, c'est la 2e ambassade dans le monde, presque à égalité avec Washington, mais un petit peu derrière. 280 personnes travaillent ici.
sur une surface d'environ 20 000 m². C'est une œuvre magnifique. Je crois qu'il y a dans cette ambassade un résumé du goût français, des traits de génie, et en même temps un symbole d'ouverture, de liberté et de modernité qui est très exactement l'image que nous voulons donner ici en Allemagne. C'est beaucoup Elisabeth qui a répondu à cette question, représenter la France, en disant une chose importante, le projet veut montrer que l'ambassade doit être une vitrine de la culture, de l'art, du mobilier, d'un espace et d'une manière de vivre ou d'aménager qui, d'une certaine façon, est français. Quand nous avons fait ensemble l'ambassade de France à Berlin, c'est plutôt une association d'agences, un partenaire, comme j'en ai d'autres et comme Christian en a d'autres. Ce n'est pas un partenariat exclusif. Dans la vie, oui, nous avons un partenariat exclusif, mais pas dans la vie professionnelle. Moi, je m'appelle Jardine Neves, c'est mon nom de jeune fille. Je trouve que j'aurais dû avoir été plus ferme. Jardine Neves des Ports-en-Part. Ça m'aurait évité beaucoup de confusion, comme ça a été fait par la suite. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je travaille chez Christian. Pourtant, j'ai toujours eu mon agence, mon atelier, mon équipe, mon espace, mes projets, mes concours, même si par moment, ça nous arrive de travailler ensemble à l'occasion. Je pense que nous avons deux personnalités très différentes, hein, très complémentaires, mais très différentes. Et nous sommes tous les deux de bête à cornes. Christian est Taureau, moi je suis Capricorne. J'aime les espaces très purs, très calmes. Christian est plus pour la complexité, la fragmentation. Et rien que pour cela, je pense qu'il a une telle opposition de nos concepts basiques de ce qui nous fait mouvoir dans la création que nous sommes forcément en confrontation. Nous ne pouvons pas partir des mêmes prémices. Et donc, nous sommes complémentaires et différents, heureusement. Je ne me contente pas, je serais insatisfait d'avoir simplement bien construit. Il me faut quelque chose qui fasse qu'on a la curiosité d'aller voir dehors et d'un autre endroit, comme un micro-quartier qui s'est produit. Alors ça se retrouve dans tout ce que je fais, même les choses petites. Et donc, je cite quelquefois cette phrase de Serlio. Alors c'est l'architecte d'Ancy Lefranc, c'est le classicisme, à son moment d'apogée. Et il disait, le plus beau bâtiment, c'est celui dont on a compris le plan en voyant la façade, depuis un point de vue. Donc il y a le point de vue, d'où l'on comprend, d'où l'on voit et on a tout compris. Et je disais, moi c'est absolument le contraire. Vous êtes en face du conservatoire à Paris, vous croyez avoir compris, vous entrez, vous êtes surpris, ça se déploie dans une dissymétrie à l'intérieur. Et le directeur du conservatoire me disait un an après, chaque semaine je découvre un nouveau lieu de ce bâtiment que je n'avais pas vu ou pas compris. Donc le fait qu'il y ait de la curiosité et de la découverte, je trouve que ça agrandit la vie. J'étais asthmatique jusqu'à 4 ans. Ça donne une vertu, c'est qu'on veut qu'il y ait de l'ouverture, de l'air, du mouvement, de la lumière. On est anti-claustrophobe, ce qui est bon pour un architecte. Voilà. L'idée qu'il y aura d'autres choses à voir après est une idée qui enlève la claustrophobie. Le lieu où l'on est, il est plus grand qu'on le pense. Il y a un arrière, on n'est pas dans une boîte. Et je crois que ça me vient vraiment de l'ennui dans les services religieux longs et dans des églises romanes ou surtout gothiques, où il y a ces balcons, où, bien sûr il y a le balcon de l'orgue, mais il y a des faux balcons. Et alors là, on s'imagine qu'il va se passer des trucs. Il y a là-haut des gens qui nous regardent, ils vont sortir, etc. Il y a peut-être une autre chose qui se passe là-haut qu'on ne sait pas. Ils sont en train de ripailler en haut pendant qu'en bas tout le monde prie. C'est long, hein. À genoux, debout, assis, et on imagine forcément des choses. Les vacances prochaines, les vacances passées, ou bien cet endroit-là, comment est-il? Je pense qu'on devient un peu, sans le savoir, on se met à fabriquer des espaces.
voilà, tu rêves, forcément. Tu as une rêverie obligée. J'ai vécu là. Mais il se trouve que ma grand-mère avait hérité de ça. J'ai passé plusieurs années très bébé, très enfant. Parce qu'au début, mes parents sont allés en Allemagne avec mon frère aîné, mais sans moi. Évidemment, on avait des tas de jeux avec mes cousins, mes frères et sœurs. Le puits comme ça, c'était l'endroit interdit parce que forcément on avait peur que les enfants tombent. Ça, j'ai toujours aimé ces barrières blanches. Puis il y avait des chevaux et j'allais avec plaisir chercher les vaches pour les rentrer le soir pour la traite. Il y avait les moissons, tous les gens du village, les chevaux, c'était formidable. Et puis cette chapelle, on arrivait à pousser la porte de temps en temps. L'intérieur était un capharnaüm qui ferait penser aujourd'hui à la famille Adams. Pour des enfants, c'est évidemment très mystérieux. Et la serre, ma grand-mère faisait pousser toutes sortes de choses. Et puis il y a dans ce lieu, un peu plus loin, un tumulus gaulois où on monte par un chemin en spirale. Et quand j'ai fait le château d'eau, après j'ai pensé que j'avais été marqué par ça, probablement. Le château d'eau de Marne-la-Vallée est en 1974 la toute première œuvre de Christian de Porzampar. Il symbolise son attachement à la recherche de nouveaux repères monumentaux dans l'espace de la banlieue parisienne. Le Grand Paris d'aujourd'hui, avec ses multiples réseaux de transport et ses quartiers d'habitation à perte de vue, représente un tout autre défi. Cette commande du Grand Paris nous replace devant quelque chose de fondamental, c'est que l'architecture, c'est un acte politique. Je dis souvent, c'est pour transformer la vie, c'est pour vivre mieux, c'est pour vivre ensemble, la ville, c'est ça. Ça nous a replacés en face d'un tas de sujets sur les villes et le devenir des villes. On doit penser à 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est-à-dire comment faire que ce soit pas le demain qui s'annonce ne soit pas infernal. Et on voit dans beaucoup de villes ces villes des enclaves, ces villes qui séparent les riches et les pauvres d'une manière qui sera difficile à réparer, ces villes où des grands tuyaux de circulation rapide coupent tout l'espace et où les grandes zones logistiques sont très utiles mais empêchent le développement normal de l'habitat là où il le faudrait, etc. Voilà, c'est à la fois passionnant, difficile, mais c'est une chose importante. La réflexion de Christian de Porzampar sur les tours ne pouvait trouver terrain plus provoquant que Manhattan. Ses projets s'y enchaînent. 10 ans après la tour LVMH, le gratte-ciel de Park Avenue est en construction. Sa tour Carnegie surplombera Central Park du haut de ses 300 mètres. Un quartier s'annonce aussi à Riverside, sur l'Hudson River. Tandis qu'il imagine le futur de New York et des villes du monde, les projets de Christian de Porzampar se nourrissent de la vie de Manhattan et se déploient dans la reconquête de ses rivages industriels. L'architecture doit produire des espaces heureux, certes. Une architecture, surtout un projet public, est une petite utopie qui s'est réalisée, un morceau de futur qui est advenu. Voici ce que je ressens. Cette idée d'une petite route possible à chaque fois, un nouveau chemin ouvert au temps. Rien de moins frivole que cette envie de savoir si nous aimons le même futur. En un temps où cet avenir nous est un peu caché, c'est ce qui nous rend l'architecture si importante.